Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bokhara. Salut à tous, c'est Eve Bokhara et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël. Alors aujourd'hui et durant quelques jours, nous n'allons pas parler de grands hommes, mais de la Haganah, de l'Irgun, du groupe Stern et du Palmar, ces organisations clandestines qui elles aussi ont donné leur nom à des rues en Israël, qui ont défendu Israël, le futur État d'Israël, durant le mandat britannique contre les Arabes qui ne voulaient pas céder leurs terres, mais aussi contre les Anglais qui devaient composer avec ces deux populations, les Juifs et les Arabes qui prétendaient au même territoire. En effet, les campagnes britanniques de 1917 et 1918 avaient mis un terme à la domination turque sur la Palestine. L'administration civile de la Grande-Bretagne installe son siège à Jérusalem et nomme à sa tête un haut commissaire, une sorte de gouverneur de Palestine, Sir Herbert Samuel. Ancien ministre, juif de surcroît, il est accueilli avec enthousiasme par la population juive de Palestine. Il est finalement le premier juif depuis 2000 ans à exercer le pouvoir sur la terre d'Israël. Mais très vite, les juifs trouvent les Anglais trop peu prompts à prendre leur parti contre les Arabes et ils organisent leur propre défense et action armée. Pendant la Première Guerre mondiale, Vladimir Jabotinsky et Joseph Trumpeldor, deux meneurs sionistes particulièrement peu enclins au compromis, adeptes des méthodes fortes, avaient obtenu des Britanniques la naissance d'unités juives restées dans l'histoire sous le nom de Légion juive. Après la guerre, les organisations sionistes de gauche et de droite ont donc essayé d'obtenir des Britanniques que ceux-ci maintiennent ces unités en Palestine pour y défendre la communauté juive, où l'afflux de sionistes avait créé, on l'a vu, une tension très vive avec les nationalistes arabes. Mais les Anglais voulaient seuls maintenir l'ordre sur place. La dissolution de la Légion juive en 1919 est donc mal vécue, d'autant que dès le printemps 1920, des émeutes anti-juives éclatent en Palestine, émeutes qui se renouvellent en 1921. C'est sur ce fond de tension dramatique que se crée la Haganah, littéralement en hébreu protection. Jusque-là, outre la Légion juive créée pour aider les Anglais pendant la guerre, seul un corps volontaire avait été constitué pour la protection des domaines agricoles sur la terre d'Israël, nommé Hashomer, littéralement le gardien. Mais la gravité des troubles suscités par les Arabes en 1920 a vite nécessité aux yeux des Juifs un corps plus organisé. Si Vladimir Jabotinsky a là encore joué un rôle majeur dans la création de l'organisation, la Haganah, c'est bien le parti de gauche, Achdut Avoda, qui prend la jeune organisation en main et l'étend rapidement à l'ensemble du Yeshuv, la communauté juive qui vit alors en Palestine. Très vite, des militants de toutes origines, mais surtout de gauche, intègrent l'organisation. Le contrôle en est vite transféré à la Haganah, de la Haganah à Histardout, le syndicat de la gauche sioniste. Les Britanniques n'officialisent pas l'organisation, mais ils la tolèrent plus ou moins. Pour autant, l'entraînement, l'achat d'armes, les exercices sont nécessairement clandestins et les Anglais ne doivent rien savoir. Les armes achetées clandestinement dans certains pays d'Europe arrivent cachées dans des caisses. La Haganah organise des gardes et des patrouilles autour des implantations juives. De 1921 à 1929, la situation sécuritaire est assez calme et la Haganah de fait peu active. C'est lors des troubles de 1929 qu'elle va pleinement se révéler. Bien que ses effectifs soient encore minces, elle parvient à limiter le nombre de victimes et de destructions par les Arabes à Jérusalem, Tel Aviv et à Haïfa. La défense de la Houlda, un kibbutz notamment, est restée légendaire puisqu'une poignée d'hommes de la Haganah ont réussi à faire reculer plusieurs milliers d'assaillants arabes. Au début des années 30, le nombre des volontaires de la Haganah augmente donc sensiblement. Et lorsque se déclenchent les attaques de 1936, la Haganah est devenue une véritable organisation militaire, bien que toujours clandestine. À plusieurs reprises, les Anglais avaient découvert et confisqué des chargements d'armes dissimulés, mais toujours la Haganah avait réussi à trouver de nouvelles cachettes et ressources. Quand, par exemple, les Arabes se mettent à attaquer des villages juifs, des champs et des récoltes, la Haganah pose des fils de fer électrifiés, des éclairages spéciaux de nuit qui permettent de limiter les dégâts. Elle organise aussi des gardes et des patrouilles autour des implantations juives que les Anglais ne défendent pas assez à son goût. On l'a vu, la Haganah s'impose donc dans les années 30 comme la véritable armée clandestine du futur État d'Israël. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle va aussi aider à accueillir clandestinement des milliers de Juifs en Eretz Israël. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bokhara.